continuer à nos côtés à apprendre, sur, la gestion, des territoires, côtiers, insulaires et les océans. Comme vous le savez, il faut utiliser la boîte à questions, donc le Q&A, Q&A, sur lequel vous écrivez vos questions et que nous, on retranscrit à nos 2 intervenants du jour, c'est-à-dire Eddy Nyanga, qui est ingénieur à Lyon, mais il va se présenter mieux, dans quelques minutes, et à Émilie, qui est chargée de mission, au Conservatoire du Littoral, qui appuie le projet, Adapto+. Elle aussi se présentera, nous en dira un peu plus sur le projet Adapto. On va passer tout de suite la parole à Eddy qui va nous présenter un retour d'expérience sur un outil qu'il a mis en œuvre au Cameroun, le Blueprint participatif. Eddy, je te laisse la parole pour te présenter et ensuite on passe les diapos. Merci à vous. Merci Fabrice de me passer la parole. Très content d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager tout ce que j'ai eu appris au Cogeco, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc moi, c'est Eddy Nanga. Je suis ingénieur allié de formation, mais spécialisé sur les questions en lien avec la gouvernance et la gestion des espaces protégés. Mais je suis également chargé de programme dans une petite organisation au Cameroun qu'on appelle Aquamen, qui signifie Aquatic Environmental Management Association. Donc aujourd'hui, sur la thématique gestion des conflits et animation territoriale, je vais partager avec vous un outil pédagogique qu'on appelle le blueprint participatif, qui est ici une méthode qui permet de lever, qui sert de levier comme souveraineté de paix les espaces protégés pour pouvoir régler les conflits et animer un territoire. Slide. Si je peux avoir le slide, s'il vous plaît. Il est déjà diffusé, il y a un petit temps de latence visiblement, mais ça fait, voilà, quand tu l'as demandé, c'est Ah, parti. d'accord. Ok, d'accord. Alors, donc, pour pouvoir améliorer le fonctionnement des espaces protégés, normalement, il est question de faire des évaluations pour un diagnostic. Et dans le monde actuellement, il y a plein d'outils accomplis hein, déjà pour pouvoir aider à évaluer les espaces protégés. Un espace de limite, hein, qui est un peu plus focalisé sur l'efficacité de gestion, mais également les 50 critères de la liste verte de l'UICN qui est un peu plus complet. Donc, parce qu'il tient également compte de la gouvernance. Slide. Sauf que ces outils sont un peu complexes lorsqu'on vient avec elles sur le terrain, auprès des communautés locales. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un expert devant et qui évalue ces indicateurs en posant les questions aux différentes parties prenantes et prend des notes. Du coup, la communauté locale ne s'approprie pas de l'outil, mais aussi ça prend un peu plus de temps pour que les communautés puissent comprendre effectivement en quoi renvoie un tel indicateur. C'est la raison pour laquelle on a développé le blueprint participatif, qui lui ici sera comme un chantier d'école, un chantier stratégique où tout le monde sera impliqué. Et on fera des travaux en petit pour pouvoir euh, mieux travailler sur l'évaluation d'un espace protégé. Slide. Du coup, dans cette méthodologie, il y a beaucoup de brise-glace que nous utilisons parce que vous savez, nous en Afrique, par exemple, lorsqu'on fait une évaluation d'une aire protégée, il y a la communauté locale, certes, mais il y a également les représentants des autorités administratives et parfois ça crée des frustrations pour les communautés. Donc, on utilise beaucoup de brise-glace pour pouvoir mettre le monde sensiblement au même niveau et que les gens puissent se sentir à l'aise de pouvoir aborder tel ou tel sujet. Et après, on développe ce qu'on appelle les modules. Ça veut dire que peu importe, que ce soit un diagnostic ou une formation, ce qu'on devra faire pendant l'atelier, on va le transformer en module et chaque module sera accompagné d'un outil pédagogique qui aboutira à un livrable. Et c'est le livrable-là qui servira d'outil ou d'indicateur par rapport à l'outil que nous sommes en train de vous faire. Slide. Et une fois qu'on a déjà eu à adopter l'outil, on commence à le tester science tenante. Donc, on le teste science tenante avec des jeux de simulation,
On peut se créer un petit comité de gestion, on se crée un scénario d'une plainte d'un pêcheur qui a eu ses filets déchirés par un chalutier ou un autre pêcheur. Et là, on essaie un peu de jouer ce petit scénario-là. Et la science tenante, on teste l'outil et on voit où sont les failles. Une fois qu'on trouve les failles, on essaie de réadapter l'outil pour qu'il puisse combler les failles que nous avons eu à identifier, quoi. Slide. Et à la fin, donc, d'où le nom de blueprint, c'est qu'à la fin, il y a un vernissage mural que nous faisons. On essaie un peu de coller sur le mur toutes les étapes que nous avons eu à aborder. Et là, la communauté locale est capable de voir et d'apercevoir l'interconnectivité qu'il y a entre chaque étape. Et le fait de visualiser, ça facilite un peu l'appropriation et de mieux capter et garder l'exercice en mémoire pour que prochainement, lorsqu'on va le refaire, que ça soit un peu plus aisé. Slide. Du coup, nous avons appliqué l'outil au niveau du parc marin Mananguenel Ocampo, qui est, qui est une aire marine protégée basée à la côte sud Cameroun. Slide, s'il vous plaît, pour voir la zone de l'aire marine protégée. Qui est au sud Cameroun, on a euh, 110 300 hectares de superficie. Aire marine protégée très riche, avec des baleines à bourse, dauphins, les quatre espèces de tortues marines et plein de richesses en termes d'habitat benthique, comme les gorgons, les grosses gorgons et des récifs, mouets et autres. Donc, MAN protégée est très intéressant, mais très jeune parce qu'elle a été créée officiellement en 2021. Du coup, il y a beaucoup de conflits d'usage qui s'exercent en ce moment-ci dans cette MAN protégée. Raison pour laquelle on a voulu tester le blueprint participatif directement tout en prenant en compte les leçons apprises dans les autres aires marines protégées. Slide. Du coup, lorsque nous avons organisé l'atelier pour essayer d'évaluer l'efficacité des gestions de les marines protégées, nous avons directement anticipé pour pouvoir élaborer un tableau de bord pour faire ce suivi-là. Et là, pour élaborer le tableau de bord, en utilisant bien évidemment la méthode de blueprint participatif, nous sommes focalisés sur la liste verte, les critères liste verte de l'UICN, comme c'est l'outil le plus complet à travers ces quatre composants qui sont la gouvernance, la planification, l'efficacité des gestions et les résultats satisfaisants. Donc, nous avons pris les quatre composants. Et maintenant, dans ces 50 indicateurs, critères, nous avons sélectionné en fonction des composants ceux qui sont adaptables dans le parc marin Manangana et Lobo Campo. Slide. Une fois que nous avons sélectionné ceux qui étaient adaptables au parc marin, on les a reformulés pour que les comités puissent mieux comprendre en quoi ça renvoyait. Vous allez avoir sur le petit tableau là, c'est ce que la communauté a eu à monter. Ils ont mis une première colonne sur les critères, deuxième sur les indicateurs, troisième sur les mesures et une troisième colonne sur les sources de vérification. Slide. Et là, après le tableau de bord qui sera utilisé de façon trimestrielle, ils ont également, de façon participative, élaboré maintenant une grille d'évaluation annuelle. Ça veut dire qu'en fin d'année, il faudrait qu'on apprécie si les indicateurs que nous suivons sont en croissance ou en décroissance ou alors ils sont stables. Et à chaque fois, il y aura des notes qui seront attribuées à ce statut-là. Et à la fin de l'évaluation annuelle, on saura si nous sommes à 10 sur 20, 15 sur 20, 12 sur 20. Ça fait que les communautés locales ont rapidement ce chiffre en idée et la communauté sait effectivement au fil des années si on évolue ou si on, on sommes en train de dégrader pour ce qui est du fonctionnement de notre aire marine protégée. Mais aussi pour tout ce qui est trait à la gestion des conflits. Voilà, il y a des indicateurs qui sont directement liés à celle-là. Et ça permet de voir si on évolue. On évolue pour ce qui est la gestion des conflits, ou alors ça va de plus en plus, euh, c'est de plus en plus compliqué pour gérer les conflits. Slide. Voilà, et à la fin du travail avec les communautés, ce sont voilà, décidé un slogan en faisant comprendre que quand la donnée est partagée et comprise par tous, voilà, les conflits s'effacent devant les règles politiques. Parce qu'on fait des choses de façon co-construite, co-consultée, voilà, la mise en œuvre est un peu plus aisée parce que tout le monde se sent concerné et tout le monde se sent impliqué. Voilà, sur ce, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Eddy. Quelques questions et
par rapport à cette méthode. La première, c'est est-ce que c'est une méthode que vous avez inventée ou est-ce que c'est une méthode qui existe et que vous avez déclinée spécifiquement chez vous? Alors, on va dire inventé parce que on a pris des bouts de beaucoup d'autres méthodes. Alors, c'est pareil, c'est comme les exercices que nous faisions hier lorsqu'on nous étions à la formation en présentiel au Cogeco. On a pris quelques briques d'exercices là-bas, voilà. On a, on a pris également d'autres briques ailleurs et c'est toutes ces compositions qui font le blueprint participatif. Donc, les idées, en fait, ne sortent pas de nulle part. Elles sont des exercices qu'on a eu à piper ailleurs pour pouvoir mettre en place un système qui est adapté au niveau des communautés au Cameroun pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre ce qu'on va leur apprendre, quoi. Et par rapport à cette méthode, s'il y avait un élément qui te paraît le plus particulier par rapport aux autres méthodes, ce serait quoi? Ce serait une phase particulière, une approche particulière. Qu'est-ce qui en fait la différence par rapport aux autres méthodes que tu as testées jusqu'à présent? Alors, premièrement, le fait qu'il soit ludique, c'est très important avec tout ce qui est brise-glace. Alors, chez nous, à l'époque, c'était très compliqué. J'ai fait des réunions avec les communautés locales. À un moment, ça tournait à un pot au vinaigre dans le fait qu'il y ait des brise-glaces pour qu'on puisse euh, euh, faire semblant que tout le monde puisse être au même niveau. Ça, c'est un peu la innovation. Et de deux, le fait qu'on puisse faire des des simulations pour tester des situations réelles. Et là, on le fait en groupe, science tenante. C'est-à-dire que si on élabore un guide de suivi, on fait une simulation directement pour tester l'outil. Même si nous les experts, on sait déjà comment il serait utilisé, quelles sont les phases, ce qui est bien, mais on les laisse le choix de pouvoir tester, de voir ce qu'il y a comme phase, pour qu'eux-mêmes puissent corriger. Parce que nous, en avant, nous, on sait déjà un peu vers où on va. On les laisse le choix de découvrir ça, les difficultés, comment réadapter, comment réajuster. Et à la fin aussi, ce qui fait la particularité du blueprint, c'est ce vernissage à la fin là. C'est ça qui fait un peu l'effet magique, waouh, à la fin. À la fin, ils se rendent compte qu'effectivement, on a fait cet exercice parce qu'il sera connecté à celui-ci, qui sera connecté à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'effet waouh là qui fait aussi effectivement l'innovation de l'outil. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte à questions. Je vois certaines personnes qui lèvent la main. L'idée, c'est pas de vous donner la parole, mais que vous écriviez les questions dans la boîte que nous, on pourra retranscrire. Euh, les critiques qu'on fait parfois par rapport au brise-glace, c'est que ça infantilise un peu les participants. Ça peut paraître un peu enfantin. Par rapport aux communautés avec lesquelles vous travaillez, est-ce que justement, c'est quelque chose que vous prenez en considération? Vous faites quel type de brise-glace? Voilà, comment vous faites pour que les gens ne sentent pas infantilisés? Ouais, c'est un peu l'idée qu'il y a pour avoir. Mais nous, une brise là, ça peut être un adage bantou, par exemple. Pour prendre un adage bantou qui relate l'histoire de comment est-ce que nous aïeux gérer la nature. On le dit en langue maternelle, on le traduit en français. Là, du coup, les gars se retrouvent, ça crée un petit sourire, une petite atmosphère qui relaxe un peu le truc. Enfin, c'est pas enfantin, c'est profond, mais voilà, c'est quelque chose d'ancré en chacun d'entre nous, tu vois. Dans le brise-glace aussi, il faut vraiment l'adapter. Il faut pas, parce que nous aussi, on fait l'éducation environnementale. Ça veut dire que les brise-glaces que tu utilises pendant l'éducation environnementale doivent être différents de ce que tu utilises quand tu travailles des adultes dans un atelier de diagnostic ou alors d'évaluation d'une protection. Il faut vraiment adapter en fonction de l'auditoire, quoi. Plein d'autres questions, mais j'en garde un peu pour la fin. Quelles sont les méthodes qui marchent le mieux pour justement que tout le monde se retrouve sur le même niveau? Tu disais entre un pêcheur et un élu local, entre un chef d'entreprise, voilà, ou un agriculteur du territoire. Comment vous faites pour que justement les gens n'arrivent pas avec leur statut social? Hmm. Généralement, on fait souvent euh, on fait des travaux de groupe en fonction des cibles. Donc, par exemple, nous étions en train d'élaborer euh, le tableau de bord, dans le tableau de bord, il y a les exercices qui étaient très à la gouvernance, les exercices qui étaient alloués à l'efficacité des gestions, les exercices qui étaient alloués aux résultats satisfaisants.
Donc, en fonction de ceux qui sont invités dans la salle, on les met en groupe, pas vraiment en affinité, mais en fonction de leur niveau de compréhension. Vous voyez? C'est comme ça qu'on les met lorsqu'ils font les travaux. Et à la fin, quand on vient les remettre ensemble, chacun voit un peu l'importance que chaque composante a envers l'autre, la connectivité qui existe entre les deux composantes. Et là, chacun se rend compte que sa partie à elle, le travail sur lequel il travaille est important pour l'autre, mais l'autre, ce travail qu'il fait est important pour lui. Donc, ça qui crée cette sorte de réseau-là et chacun se sent important dans sa composante, quoi. Généralement, c'est comme ça qu'on a, c'est de cette manière que nous amenons un peu le sujet. Merci beaucoup. Une autre question, dans ton évaluation annuelle, il est prévu que vous donniez un score, que vous mettiez une note. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour que cette note soit objective? C'est l'animateur qui choisit la note, c'est la communauté. Est-ce qu'il y a comment dire, des seuils en disant de 0 à 5 il s'est passé ça, de 5 à 10 il s'est passé ça? Enfin, comment vous faites pour structurer ces notes? Exactement. Alors ici, c'est en fonction du tableau de bord. Dans le tableau de bord, on a des indicateurs qui seront chiffrés. Et maintenant, la tendance, c'est la différence par rapport à l'année d'avant. Donc, on se dit, cette année, comme nous évaluons la grille, comme nous évaluons les indicateurs, par rapport à l'année passée, il y a eu combien de réunions? Par rapport à l'année passée, il y a eu combien de participants de femmes ou de jeunes? Par rapport à l'année passée, on a eu accès, est-ce qu'on a facilement eu accès à des documents? Donc, il y a déjà des chiffres qui sont dans le tableau de bord que les communautés connaissent déjà. Maintenant, lors de l'évaluation, on compare juste ces chiffres-là en fonction de ce que nous avons eu à l'année précédente. C'est ça qui donne la tendance. Si ça monte, si c'est stable, ou si ça descend. Et maintenant, avec les communautés, on s'est accordé que si ça monte, ça sera 2. Si c'est stable, ça sera 1. Et si ça descend, ça sera 0. Et là, on a un résultat total à la fin. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Émilie, je te laisse revenir sur cette dernière diapo de synthèse sur les leçons apprises et les conseils que tu peux donner en termes de mise en œuvre sur les difficultés rencontrées et les différents enseignements. Je ne sais pas si tu vois la slide que tu nous as envoyée. Bon, je peux ouvrir ici à mon niveau. OK, mais je vais ouvrir ici à mon niveau, comme je ne le vois pas, je ne la vois pas. Alors, difficultés rencontrées, le poids de l'expertise et inégalité sociale. Donc, au début, les usagers, pêcheurs, vendeuses se sentent illégitimes face au concept de gouvernance ou de liste verte. La présence des autorités peut créer un silence politique qui marque les vraies tensions, effectivement. C'est ce qui disait l'une des difficultés, c'est que lorsqu'on met les acteurs ensemble, il y a certains, surtout les pêcheurs et les femmes transformatrices des produits de pêche, ils se sentent toujours un peu comme s'ils n'ont pas de parole, non, ils n'ont pas grand-chose à dire. Et du coup, comme j'ai proposé, là, ce sont des brises-glaces qui essaient un peu de réduire cette inquiétude-là, voilà. Mais aussi, lorsqu'on on élabore les groupes de travail, peut-être les composantes comme la gouvernance, on peut les attribuer aux administrateurs, mais tout ce qui est comme euh, euh, actions de gestion comme sensibilisation, restauration, suivi, surveillance. Ce sont les tâches, du moins, ce sont les groupes de travail qu'on remet à la communauté. Et là, ils voient que si la gouvernance n'est pas bien établie, si on n'a pas bien conçu de qui décide de quoi, de qui fait quoi, on se plaint chez qui. Si ce jeu de pouvoir n'est pas bien établi, et ben, la gestion, l'efficacité de la gestion ne sera pas euh, comme elle ne sera pas, comment je peux dire ça, elle sera pas très bien mise en œuvre, quoi. Et pourtant, c'est ça qui permet de maintenir les valeurs d'un espace protégé. Donc, si la gouvernance n'est pas bien établie, la gestion ne sera pas bien mise en œuvre. Donc, à la fin, c'est ça qu'ils gardent, c'est ça qu'ils finissent par garder en esprit. Donc, comme autre difficulté, il y avait la complexité logistique des outils classiques. Généralement, lorsqu'on fait les évaluations IMET, ça peut prendre entre 3 et 4 jours. IMET, c'est grave. Il y a plein d'indicateurs, beaucoup parfois complexes. Ça peut prendre 3 à 4 jours.
Et quand on dit 3-4 jours, c'est la logistique. Donc, il faut inviter les communautés, il faut louer la salle, il y a les transports qu'il faut payer, la restauration qu'il faut gérer. Par contre, avec ce genre d'outils, bah, en une journée demi, voilà, on a pu balayer tous les indicateurs, quoi. Donc, comme enseignement aussi, le ring des décideurs comme simulateur de fait, voilà. Donc, ici, le fait de travailler beaucoup sur les simulations, ça permet aussi les simulations, les petites pistes qu'on leur apprend, ça permet aussi voilà, chacun puisse ressentir, se mettre pas à la place de l'autre. Après, parfois, c'est souvent pas embarrassant. C'est un peu jeu qui fait rire, mais parfois, c'est souvent embarrassant. Mais chacun essaie de comprendre un peu ce que traverse souvent son collaborateur face à certaines situations. Le pêcheur peut comprendre pourquoi est-ce que euh, le conservateur agit comme ça. Le conservateur peut comprendre pourquoi est-ce que le pêcheur a souvent certains comportements. Donc, le fait de faire des simulations en salle pour pouvoir tester notre outil, ça permet que chacun puisse comprendre un peu la place qu'a l'autre. Alors, comme autre difficulté, la dernière, c'était la résistance à la transparence digitale. La souveraineté numérique est un concept abstrait. Il y a une méfiance naturelle sur la possession de la donnée qui garde les fiches. Voilà. Ça aussi, c'était une difficulté bon, pas vraiment une difficulté. Le conservateur va nous faire comprendre qu'il y a certaines informations qui ne doivent pas être partagées avec les communautés. On lui a demandé lesquelles, par exemple. Est-ce que le fait d'avoir un rapport annuel, c'est mauvais? Est-ce que le fait d'avoir le rapport d'évaluation, c'est mauvais? Est-ce que le fait d'avoir les, hum, les procès-verbaux des réunions dans les communautés, voilà, c'est tous ces documents-là qui nous servent d'outils de vérification pour notre tableau de bord. Donc, à la fin, on comprend qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'informations en cachet pour la communauté. Voilà, il n'y a pas vraiment d'informations en cachet pour partager pour que tout le monde puisse se sentir concerné et que chacun puisse participer à l'évolution et au bon fonctionnement de l'espace protégé. L'enseignement, voilà le vernissage, la validation par le vernissage. On s'est rendu compte que c'est un peu l'effet waouh de l'outil du blueprint. À chaque fois qu'on le fait, on l'a fait peut-être 3 fois à des situations différentes. Il y avait l'évaluation du parc marin, il y avait une formation, il y avait aussi quand même l'éducation environnementale. À chaque fois, il y a tout cet aspect de wow. Tout le monde est surpris de la connectivité qu'il y a entre chaque partie, la suite logique des choses et voilà, du fait que pour eux, c'est plus facile à assimiler et de garder en mémoire pour que prochainement, ils puissent facilement reproduire ce travail-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Eddy. Je vois d'autres questions dans la boîte à questions que je garde pour la session finale. Merci à toi. On va passer tout de suite la parole à Émilie qui va témoigner sur une autre expérience qu'elle a menée en France. Émilie, je te laisse 1 minute pour te présenter et ensuite Oui. passer tes slides et on reviendra avec des questions ensuite. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis actuellement chargée de mission, à la délégation de Normandie, mais là, je vais vous présenter une étude que j'ai menée au Conservatoire du littoral à la délégation Bretagne, il y a quelques mois et donc cette étude s'appelle un diagnostic d'ancrage territorial. On peut passer à la slide suivante. Ah oui. Donc le site concerné, ça a été Sézembre. Donc pour ceux qui connaissent pas, Sézembre, c'est une île qui est située au large de Saint-Malo en Bretagne. Donc c'est, un espace insulaire qui est propriété du Conservatoire du littoral avec, pour particularité une forte, dimension historique puisque l'île a largement été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on trouve encore des traces, de ces bombes, mais pour, être en compatibilité avec un projet de visite de site, le Conservatoire du littoral a ouvert une partie de l'île, et a prévu un sentier. Donc le sentier existe, ce qui cause une première fréquentation et permet la découverte du site. Donc en plus, c'est un espace fréquenté par sa plage au sud. Donc je ne sais pas si vous voyez sur la photo en bas à droite. Donc Sézembre est assez connu sur le territoire, pour sa plage au sud, puisque c'est une des rares caractéristiques qu'on peut trouver sur le territoire de Saint-Malo et ses alentours. Il y a également un contexte particulier puisque sur cette île, il y a la présence d'une activité économique,
Donc c'est un restaurant qui est assez réputé sur le territoire. Cependant, la poursuite n'était plus possible de cette activité économique, notamment pour des raisons de sécurité et d'état du bâti. Donc là, il y avait un premier risque de crispation locale quand on questionnait le devenir, de ce restaurant. Et en parallèle, il y a un plan de gestion qui était prévu, l'élaboration d'un plan de gestion. Donc là, c'était vraiment le contexte idéal entre l'arrêt de cette offre de restauration et le futur plan de gestion pour vraiment prendre du recul sur la gestion de ce site en concertation avec, les acteurs et citoyens du territoire. Donc d'où l'idée de faire ce qu'on appelle un diagnostic d'ancrage territorial. Donc là, je vous ai mis un peu à quoi sert, un diagnostic d'ancrage, donc plusieurs points, mais il y en a d'autres. Donc tout d'abord, ça permet d'identifier des positionnements et points de blocage, d'identifier des pistes d'objectifs et actions à intégrer au plan de gestion. Donc là, d'où la pertinence de le faire avant l'élaboration du plan de gestion, de dynamiser le dialogue social avec les acteurs locaux et enfin d'identifier de nouveaux enjeux et de nouveaux jeux d'acteurs. Et on peut passer à la slide suivante. Donc je tiens quand même à rappeler que c'est un outil qui a été développé par les réserves naturelles de France et je vous ai inséré la définition, théorique de cet outil. Donc, le diagnostic d'ancrage permet d'évaluer l'état d'appropriation d'un espace naturel protégé pour identifier des axes d'amélioration qui vont permettre justement à cet espace de travailler sur son intégration au territoire et encore une fois, on voit le lien avec le plan de gestion puisque, des pistes seront identifiées, dans ce plan. Donc là, plus concrètement, l'outil, se déploie au travers d'entretiens. Donc en fait, avant, il y a une phase de préparation d'une grille avec des questions. Donc les questions sont les mêmes pour toutes et tous et elles seront posées en entretien, individuel avec, des acteurs qui sont vraiment représentatifs d'un territoire. Donc là, pour ces ambres, il y a eu évidemment les acteurs du tourisme, des artistes, des acteurs de la plaisance, des élus, structures liées à l'environnement, les transports de passagers puisque l'île est accessible par navette, des structures publiques et aussi des historiens par rapport au contexte de l'île et autres, c'est des personnes que j'arrivais pas trop à classer. Donc là, j'en ai fait 36 des entretiens. Et en parallèle, j'ai tenu à faire une enquête grand public. C'est pas systématique, je crois, dans ce type d'outil, même si c'est assez fréquent que ce soit cumulé, parce qu'il me semblait important de confronter, enfin de pas me reposer uniquement sur les acteurs du territoire. On peut passer à la prochaine, diapo. Donc là, pour que ce soit un peu plus concret, je vous ai mis un exemple, de questions posées. Donc j'ai demandé aux personnes de dessiner ces ambres sur une carte. Donc je vous ai mis, la synthèse de tous les dessins réunis et en type de question, j'ai pu demander, «Savez-vous qui est propriétaire de l'île? Est-ce que vous connaissez des règles à respecter? Est-ce que vous avez un avis sur l'accès? Êtes-vous plutôt inquiet ou rassuré sur le devenir de l'île? Pouvez-vous me donner le pire scénario ou le meilleur scénario pour ces ambres?» Et ensuite, donc toutes ces questions, sont analysées. Donc là, ça vous donne un peu une idée des questions. On peut passer à la slide suivante. Donc pour les résultats, donc je vous ai mis un résultat, de l'enquête grand public. Donc cette question, j'aimais beaucoup la poser sur le meilleur scénario puisque ça permet vraiment d'intégrer l'avis des citoyens sur un projet de site avant que le conservatoire se lance, je trouve ça vraiment pertinent. Donc là, on voit par exemple que conserver le restaurant sortait en meilleur scénario majoritaire. Donc le fait d'avoir sondé le public, ça peut aussi éviter des crispations locales si on se lance dans un projet qui est incompatible avec les attentes locales. Bon après, il faut relativiser parce que j'ai eu 1 700 réponses et ça reste 300 sur 1 700. Il y a eu tellement de propositions que c'est dur de faire des catégories vraiment, enfin de regrouper en catégories. Donc comme on le voit en dessous, oui, plus de 1 700 réponses à l'enquête grand public. Donc c'est assez intéressant puisque ça permet de faire du quantitatif, en plus du qualitatif qui est plutôt fait là pour les entretiens. Donc grâce aux entretiens, on peut aussi identifier des types de profils et voir si l'existence de l'espace naturel protégé est plutôt bien perçue ou non. Et donc là, pour ces angles, c'était plus le cas puisque j'ai identifié seulement 3 personnes qui percevaient, l'espace naturel comme une contrainte, et souvent c'était lié à des raisons personnelles ou professionnelles. Et la pertinence de cet outil, en fait, c'est que ça permet d'évaluer,
3 niveaux. Donc le niveau de connaissance des acteurs du territoire, donc grâce aux questions: «Est-ce que vous connaissez les règles à respecter?» par exemple. Le niveau d'intérêt des acteurs du territoire et le niveau d'implication. Hem et aussi, enfin moi, vraiment la grosse plus-value que j'ajoute, c'est de vraiment intégrer citoyens et acteurs du territoire dans les réflexions, pour le site. Donc là, je voulais aussi, ajouter, que par la suite, en plus du plan de gestion, Cézembre, bah, ça a été assez réactif puisque le conservatoire du littoral, juste suite après cette enquête, a décidé de lancer un AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, pour justement envisager la suite du restaurant, hem, en lien direct avec les enjeux de biodiversité, d'accueil du public et d'essayer de coupler, les résultats du diagnostic d'ancrage territorial aussi dans le futur, plan de gestion. On peut passer à la slide suivante. Fabrice, je peux présenter ou ce sera après ça? Bon, je vais y aller. Donc là, les difficultés rencontrées, c'est que, selon moi, la méthodologie des réserves naturelles de France est pas totalement adaptée au site du conservatoire du littoral. C'est vraiment une bonne base et d'ailleurs, c'est très agréable de travailler avec les réserves naturelles de France, puisqu'il y a des chargés de mission, dédiés à cet outil qui sont vraiment, porteuses de partage de connaissances, de un peu, expliquer la méthodologie et elles sont aussi demandeuses d'un retour d'expérience. Donc c'est vraiment agréable de travailler, hors des réserves naturelles de France, sur cet outil parce qu'on bénéficie aussi d'un certain appui. Là, l'enseignement, ce serait de ne pas hésiter à utiliser l'outil en adéquation avec le type de site et les besoins. Bah, par exemple, dans la méthodologie initiale, il n'y avait pas de questions sur l'histoire du site, alors que pour Cézanne, ça paraît insensé de ne pas questionner la dimension historique par rapport à son passé, lié à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et aussi, j'ajouterais de solliciter, les réserves naturelles de France qui ont vraiment une expertise, sur le sujet. Et ensuite, la deuxième difficulté rencontrée, donc en fait, je ne l'ai pas précisé, mais pour chaque question, il y a un système de notation. Donc par exemple, est-ce que vous connaissez le propriétaire de l'île? Si la personne ne sait pas, elle aura 1 sur 5. Si elle sait, elle aura 5 sur 5 et après on obtient une moyenne avec, toutes les notes. Donc là, pour moi, c'était plutôt une certaine indication des niveaux de connaissance, d'intérêt et d'implication, mais j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment très restrictif. Donc là, mon conseil, ce serait de sortir du quantitatif, mais pour n'importe quel type d'enquête et d'essayer de ne pas oublier le qualitatif. Donc ça peut être, de citer des extraits d'entretien, des mots employés, de faire appel à de la cartographie, enfin voilà. Et juste pour conclure, c'est un outil du coup qu'on a utilisé à 2 reprises en Bretagne. Donc le premier, ça a été sur Ilure, donc dans le golfe du Morbihan et le deuxième donc Cézembre. Ça avait jamais été employé au conservatoire du littoral, je crois et l'outil sociologique pour moi a vraiment des fortes plus-values parce que ça permet vraiment d'avoir quelqu'un dédié à ces questions, qui écoute les personnes sur le territoire, enfin moi je communiquais pas mal avec la voix de presse, donc ça a créé un certain dynamisme, de consultation des personnes et donc pour moi ça permet d'anticiper certains potentiels conflits ou en tout cas de revenir sur des conflits passés pour les apaiser. Hem, donc je dirais que les plus-values, elles étaient vraiment très importantes sur les 2 sites étudiés. Voilà, j'espère que je suis pas allée trop vite. C'était très clair, merci. En tout cas pour moi, pas de problème. Pas mal de questions là aussi. Une première question très locale, j'allais dire, de la part de Véronique, qui demande s'il y avait des terrains privés qui étaient dotés, d'obligations réelles environnementales sur ce territoire? Non, non, c'était, des terrains publics et il y avait une convention qui était passée avec, les restaurateurs, en fait. Merci Un beaucoup. terrain, conservatoire du littoral. Voilà. Tu disais que la méthode, proposée, de diagnostic dans le cadre de RNF était inadapté au site du conservatoire. Est-ce que c'est parce que les réserves sont des sites très peu, avec très peu d'usage dessus, c'est plutôt des sites à espace, enfin purement biodiversité, espace naturel. Est-ce que c'est ça la principale difficulté?
Ben, je pense que ça peut aussi être lié à mes types de sites parce que c'était déjà 2 îles, que j'ai enfin mes objets d'études et j'en ai parlé, juste après avec une personne qui l'a fait sur site conservatoire, j'ai plus le nom du site en tête et qui trouvait elle que en fait c'était adapté. Donc là, c'est enfin comme j'avais fait un mémoire dessus, c'est ce que moi j'en avais déduit, mais c'est peut-être à nuancer en fait selon le type de site, selon ce qu'on cherche à démontrer. En tout cas, moi, j'ai fait le choix d'utiliser la souplesse pour proposer des nouvelles questions, pour en enlever certaines, pour que l'outil soit vraiment déployé, en adéquation totale avec mes besoins et mes envies pour le site. Merci. Une autre question, la question du meilleur scénario, est-ce que ça peut pas être piège si on n'est pas en capacité d'y répondre? Je prends l'exemple, si là, tout le monde avait demandé un déminage complet de l'île, je ne sais pas si on aurait pu le mettre en œuvre, est-ce que ça n'aurait pas pu être source de frustration? Hem, Bah, ça donne quand même une idée de ce que les gens attendent et moi, ce que j'attendais surtout, c'était de voir la thématique globale qui ressortait. Par exemple, si c'est le déminage total. En fait, c'était juste une découverte plus grande de l'île, donc peut-être voir comment est-ce qu'on peut offrir ça sans forcément, offrir des nouveaux sentiers et en fait, ce qui était souvent intéressant, c'est que les personnes étaient pleines de paradoxes et donc souvent celles qui me proposaient un déminage total, juste après elles nuançaient en disant: «Ah oui, mais ce serait dommage parce qu'il y a beaucoup d'enjeux ornithos sur cette île avec, beaucoup d'espèces d'oiseaux». Donc en fait, globalement, les personnes se faisaient autocritique d'elles-mêmes, donc j'avais pas trop à enfin, je m'inquiétais pas trop sur ça. Parce que du coup, tu les laisses parler, c'est pas simplement une Oui. question, oui, non, il y a aussi de l'accompagnement, enfin de l'écoute. Oui, en fait, même si j'ai, des questions prévues, le but, c'est vraiment de laisser la parole se libérer parce que, pour certains acteurs du territoire, par exemple, qui avaient vécu qui étaient p en conflit, en fait, ça limite, ça ajoute une dimension psychologique à l'entretien où les personnes, elles ont l'occasion de revenir sur un historique entre elles et une structure ou une personne et bah, je pense que c'est assez rare, en plus d'avoir quelqu'un dédié pour écouter. Donc j'ai ressenti que ça avait vraiment un effet et puis je me cantonnais pas aux questions parce que c'est aussi dommage, de vraiment, être rigide sur ça. Et par contre pour le grand public, comme là c'était une enquête en ligne en fait, là par exemple j'avais des questions très ouvertes, donc j'ai posé la question du pire et du meilleur scénario, mais à côté j'ajoutais une question beaucoup plus cadrée donc sur la vocation idéale et donc là, je leur demandais si c'était pédagogique, culturel, artistique, historique, enfin, pour vraiment avoir des réponses un peu plus globales, donc en fait, ça a été adapté selon la méthode employée, quoi. Par rapport au conflit, puis là après je donnerai aussi, on va passer au débat avec Eddy aussi, mais parce que l'enjeu des conflits, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que par rapport au conflit, c'est quelque chose où tu avais en amont de cette démarche une liste des conflits, une sorte de hiérarchisation des conflits? Comment ça s'est passé? C'était en amont de l'étude ou pendant l'étude que vous avez mis en lumière ces potentiels conflits et que vous les avez hiérarchisés? Hem, Autant pour Ilur que pour ses ombres, en fait, j'avais en tête puisque, en fait, avant d'aller sur ce type d'enquête, il y a une phase vraiment de prise de connaissance du territoire et pour moi, c'est un peu indispensable parce que si enfin, je pense à une autre étude là qui va être menée en Normandie, où il y a une personne qui va être déployée sur un site où vraiment c'est très, très, très compliqué localement. Pour moi, ça paraît indispensable d'avoir un peu un tableau global des dynamiques entre acteurs, des conflits potentiels, puisque même pour l'enquêter aussi, ça permet de savoir un peu à quoi s'attendre. Hem, donc j'avais en tête, les dynamiques et justement c'était plutôt étonnant puisque, en fait, toutes les personnes ont été très à l'écoute, celles qui, à première vue, voulaient pas participer aux entretiens, ont quand même décidé de participer et ça a été hyper enrichissant. Donc en fait, au moment de l'enquête, j'ai pas ressenti du tout les conflits, c'était plus en amont de cerner un peu, les dynamiques. Merci beaucoup. J'informe tout le monde que ce webinaire est enregistré et qu'il sera rediffusé. Il sera disponible sur la plateforme Cogeco
ensuite, voilà, pour ceux qui posent cette question. Même question pour vous deux, mais je vais commencer par Eddy sur justement les conflits. Vos méthodes visent à éviter les conflits, les désamorcer en amont. Mais comment faire quand pendant la démarche, il y a des conflits qui émergent et qu'ils sont trop toute la place? Comment on fait? Eddy. C'est pas sur la question. Lorsque les conflits sont, ça fait un peu coupé. La question, c'est votre méthode, vos méthodes visent à désamorcer en amont le plus possible les conflits. Mais si ça fait émerger des conflits pendant ces sessions-là, et que du coup ça devient central et que ça devient un problématique, comment vos méthodes prévoient de résoudre ces conflits? Alors, tout simplement, c'est réinventer. Parce que dans le parc Mario Manyanga Ocampo, par exemple, il y a une charte qui a été élaborée, coécrite entre toutes les parties prenant les usagers, l'administration et les OSC qui travaillent là. Et on a mentionné les conflits qui peuvent émerger de ce fonctionnement-là, en tenant compte de tout ce qui a eu à se passer de façon historique, donc tout ce qu'on a eu à relever comme conflit qui existe. Donc, et voilà, pour chaque type de conflit, il y a une procédure qu'il faut entamer. Il y a des procédures où on commence par les chefferies traditionnelles, mais il y a également les procédures où on va directement chez le conservateur du parc marin. Il y a d'autres procédures où on va directement à la gendarmerie. Donc, en fonction des conflits, comme ça, on s'est fixé des règles. Bon, voilà, s'il y a tel conflit, voilà comment est-ce qu'on entame la procédure. Donc, s'il y a un nouveau conflit qu'on n'avait pas eu voilà, à mettre en compte dans notre charte, bah voilà, il va juste falloir qu'on réadapte, qu'on réinvente et qu'on revoie les différents mécanismes que nous avons mis en place et on voit celui qui sera un peu plus adapté à gérer ce nouveau conflit-là. Et cette charte, c'est vous qui l'avez produite en tant qu'expert pour le plan de gestion en amont. Oui, on a juste conduit le processus, quoi. On a conduit le processus avec toutes les parties prenantes. Donc, c'était un processus qui se faisait de façon conjointe, quoi. Le plan de gestion n'existe pas encore parce que là, ce sont encore des travaux de amélioration de connaissances de l'aire marine protégée. Donc là, à partir peut-être de cette fin d'année, il y aura déjà quand même un premier petit plan stratégique pour le parc marin avant de penser à effectivement rédiger un plan de gestion proprement de l'année prochaine. Mais cette année, on aura déjà quand même une sorte de plan stratégique qui ressemble un peu les recommandations de ce il a lieu de faire en termes d'action de gestion et de gouvernance dans le parc marin. Merci beaucoup. Même question, Émilie. Le but, c'est de limiter et de résoudre les conflits au fur et à mesure, mais s'il y a des conflits qui deviennent prégnants, si quelqu'un est bloquant au milieu, voilà, qu'est-ce qui est prévu dans cette méthode? Bah, en fait, dans cette méthode, c'est assez difficile de créer un conflit puisque la personne qui enquête est vraiment une oreille. Donc à moins que la personne s'énerve toute seule, c'est un peu enfin, moi, j'ai justement à l'inverse, j'ai trouvé que c'était un outil qui apaisait les situations. Le seul élément qui peut être bloquant, c'est s'il y a un tel conflit qu'un des acteurs, très impliqués dans le territoire ne veuille pas répondre aux questions et donc là, je pense que enfin moi, ce que j'évoquais souvent, c'est que, en fait, si moi j'étais présente et que cette personne, je l'avais sollicitée, ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un de vraiment très réfractaire, mais dans certains cas, de dire que en fait, cette personne, elle a un rôle à jouer et que le but, c'est de l'écouter et d'intégrer aussi son regard, parce que ce serait dommage de faire une étude sur un espace naturel sans recueillir son avis, puisque si justement elle est opposée à l'échange, c'est il s'est passé des choses, donc de justement, intégrer ça. Mais c'est vrai que comme, en fait, c'est assez agréable comme posture de sociologue puisque c'est juste, une écoute et il y a pas de prise de décision derrière. Enfin, en fait, là, par exemple, moi, mon poste, c'était après le chargé de mission en charge du site qui lui, était vraiment le référent, et ça permet aussi une neutralité de la personne qui enquête puisqu'elle est vraiment dédiée à l'écoute et à l'étude sociologique. Hem
Mais sinon, je dirais que ce qui aide souvent, c'est de vraiment dézoomer et quand le sujet des conflits revenait trop souvent dans l'échange, et que ça faisait plus avancer l'entretien, j'essaie de dire que bon, OK, c'était pris en compte, mais que, enfin, si moi j'étais là, c'était aussi pour écouter cette personne, de parler aussi de ce qui va, de ce qui pourrait enfin, de ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, voilà. Une avant-dernière question à tous les 2, mais merci de répondre rapidement. Émilie, je commence par toi. Est-ce qu'il faut être sociologue pour mettre, en place cette méthode? Est-ce qu'il faut être formé à ça? Et j'allais dire, est-ce qu'il vaut mieux être justement en dehors de l'équipe qui va faire le plan de gestion, avoir un œil différent, ou est-ce qu'il vaut mieux être impliqué? Bah, je sais que plusieurs, types de profils, réalisent ces entretiens. Après la sociologie, il faut quand même avoir des bases. Enfin, je sais que moi, j'ai eu la chance d'être aidée par, une de mes professeurs qui a bien vérifié la tournure de mes questions, parce qu'il y a une méthodologie à avoir, hem donc je ça dépend des personnes, je saurais pas répondre, il faudrait voir avec, RNF, mais je sais que plusieurs types de par exemple, des géographes ont eu des formations, sur les méthodes d'enquête et puis, les réserves naturelles de France ont vraiment, une bibliographie très détaillée, puis en fait, eux ont déjà leurs questions, donc ça permet de limiter, de potentielles mauvaises tournures, enfin voilà. Hem En tout cas, moi, j'ai eu un encadrement de personnes qui avaient un lien, enfin qui étaient sociologues de l'environnement. Et ensuite pour la personne, en dehors de la structure, bah, moi je dirais que oui, parce qu'en fait, par exemple, une fois, je suis allée sur site avec le chargé de mission et en fait, lui-même est parti et on lui a dit: «Oui, enfin, il faut qu'on soit qu'à 2», parce que lui, il a l'historique du site, il prend des décisions. Et je trouve que ça libère vraiment la parole d'avoir quelqu'un de neutre qui arrive. Donc que ce soit un stagiaire ou un vacataire, je trouve ça vraiment très pertinent d'avoir, une personne extérieure, pour écouter les personnes. Ça permet un peu de repartir sur des nouvelles bases, d'arriver en terrain neutre, de pas être identifié localement. Donc moi, j'ai l'impression de mon point de vue que oui, c'est un peu mieux. Merci beaucoup. Même question, Eddy, est-ce qu'il faut absolument être formé? Toi, tu n'es pas sociologue au départ, 1re chose et 2e chose, est-ce qu'il faut être, en dehors des personnes qui sont impliquées dans le processus du plan de gestion? Eddy, tu as ton micro qui est fermé. Ouais, merci. Je dirais bien sûr, le sociologue a toujours sa place, sauf qu'il y a des moments où si tu es tellement ancré au sein de la communauté et que tu as passé peut-être 10 ans, bah, tu sais déjà à peu près de cette manière comment est-ce qu'il fonctionne. Et la communauté, et même les parties prenantes. Le sociologue a toute sa place, mais pour ce qui est de l'élaboration du plan de gestion, il serait aussi intéressant de mettre une personne externe pour qu'il puisse donner un point de vue parce que parfois aussi, le fait qu'on soit trop ancré dans la communauté ou dans notre territoire, on peut se faire échapper par des choses importantes, mais une personne avec un point de vue externe peut apporter quelque chose de renouveau et avoir un point critique que nous ne prenons pas en compte. Je pense que ça va de pair. Il faudrait quand même une personne externe, mais le plan de gestion doit être élaboré en partie par des personnes vraiment local de cet espace protégé-là. Merci beaucoup. Je vais vous poser à vous 2 une toute dernière question et j'en profite pour répondre à un spectateur anonyme qui a oublié de se nommer, sur le fait de poser des questions aux gens, mais si leurs avis ne sont pas suivis. C'est la différence entre une consultation et une concertation. Une consultation, on écoute les gens et on en tient compte ou pas. Une concertation, c'est que théoriquement, on doit écouter, mais aussi prendre en considération les différents avis. Voilà, et c'est pour la différence entre consultation et concertation. Eddy, toi, tu as fait comment pour évaluer, est-ce qu'il y a des indicateurs pour évaluer l'efficacité de cette animation territoriale? Et c'est notre ami Mohamed Abdou depuis les Comores qui nous pose cette question. Ok. Alors, comment évaluer l'efficacité de l'outil? Ben, c'est simple.
Il suffit de regarder la compréhension qu'ont les communautés locales, les parties prenantes sur l'évaluation IMET que nous avons eu à faire. Nous avons eu à faire 2 évaluations IMET dans le parc marin et nous avons déjà aussi fait l'utilisation du tableau de bord que les communautés ont élaboré 2 fois de suite et une évaluation annuelle. Donc, 2 fois utilisation IMET et 2 fois utilisation tableau de bord et grille d'évaluation. Ce qu'on a fait maintenant, c'est une sorte de petite étude de compréhension. Donc, on a fait une sorte de, comment je peux appeler ça? Nous avons élaboré un tableau et ensuite avons mentionné les indicateurs de compréhension. Ce qui leur revenait à l'esprit, est-ce qu'ils ont compris les indicateurs qu'on essayait d'évaluer, est-ce qu'ils comprenaient les indicateurs qui recoupaient la composante gouvernance, efficacité des gestions et tout. Bref, on a fait un petit questionnaire comme celui-là. Et lorsqu'ils répondent au questionnaire, on a l'impression que la tendance est plus orientée sur le tableau de bord, le kit de suivi que nous avons élaboré. Donc, tout le monde a une tendance à mieux comprendre ce kit-là par rapport à l'évaluation IMET. Alors, pour ce qui est de l'efficacité de l'outil, l'importance ici, c'est l'appropriation de l'outil auprès de la communauté, mais également le fait que la communauté puisse voir si si le fonctionnement de l'aire marine protégée évolue ou pas. Et si ça évolue, qu'est-ce qu'on doit maintenir? Mais si ça décroît, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Parce qu'à chaque indicateur, on donne la mesure, la source de vérification et on donne la recommandation à faire pour relever le niveau ou alors pour pouvoir maintenir le niveau. C'est ça un peu la différence entre ce tableau de bord que nous avons élaboré et les outils conventionnels classiques dont vous connaissez. Merci. Merci beaucoup. Émilie, même question. Comment est-ce que vous avez fait pour mesurer, avec des indicateurs éventuellement, l'efficacité de cette méthode? Donc après avoir utilisé la méthode, Tout à fait. ben, il n'y a pas vraiment eu d'outil de mesure. En fait, ça s'est surtout perçu, par rapport au nombre, de personnes qui participaient aux enquêtes. En fait, les 1 700 réponses, c'est en 10 jours, donc enfin, on a vraiment vu qu'il y avait un intérêt local très fort. Hem, Après, en fait, comme moi, j'ai eu pour des missions très ponctuelles à chaque fois pour faire ce type d'outil, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir, évaluer, enfin, je sais pas comment expliquer, mais juste, j'ai réussi à produire tous les résultats pour chaque question et donc il y a pas vraiment eu d'idée de faire une évaluation de l'outil. Juste, ce qu'on a constaté pour les 2 sites, c'est qu'on a réussi à mobiliser, à chaque fois une trentaine d'acteurs du territoire et à la fin de l'étude, on réunissait, toutes les personnes rencontrées, pour justement restituer ces résultats et donc ça permettait d'avoir des retours, sur ça, que les personnes puissent se rencontrer et faire d'éventuelles remarques. Donc je dirais que c'est pas tant des indicateurs au sens, tableau, tout ça, mais juste, plutôt des personnes qui étaient vraiment contentes, d'avoir pu participer et qui remerciaient d'avoir fait ce travail et de s'être impliquées. C'est plutôt des choses qui sont pas trop, enfin que je peux pas quantifier, quoi. En tout cas, pour le gestionnaire et pour les suites du plan de gestion, etc., c'est quelque chose qui a été efficace et utile. Oui, oui, bah, ça sera intégré, dans les futurs documents. Parfait. Bah, merci beaucoup à tous les deux. On a dépassé un petit peu le temps qui était prévu, mais je pense que ça a été suffisamment technique et que ça a répondu à la majorité des questions. Je suis désolé, le temps ne nous permet pas de répondre à certaines, voilà, parce qu'il aurait fallu rentrer dans des détails plus contextuels de la résolution de certains conflits, voilà, quelles ont été les méthodes sur les conflits un peu particuliers. Mais ce n'était pas l'idée de cette session aujourd'hui, c'était vraiment de parler de méthode, voilà, de méthode de l'enquête d'un côté, la méthode Blueprint de l'autre. Donc merci encore à Eddy et Émilie. On se retrouve bientôt. Comme le disait Angélique au départ, n'hésitez pas, si vous-même, vous avez des retours d'expérience, des, des compétences à partager dans le cadre de ces micro-webinaires Cogico, envoyez un message à Angélique et puis on essaiera d'organiser de nouvelles sessions dans le futur qui serviront à l'ensemble des gestionnaires et des apprenants de Cogico. Merci à tous les trois, Angélique, Émilie, Eddy, et pour tous les autres. À très bientôt. Merci, Bye au revoir. bye.